Bienvenue sur la scène agro, un balado produit par Agro-Québec Média et présenté par FAC, pour les acteurs de l'industrie et les mordus d'agroalimentaire. Nous partageons l'actualité, des entrevues exclusives, des dossiers, portraits d'entreprises et plusieurs sujets liés à ce secteur représentant un véritable moteur pour l'économie du Québec. Bonne écoute. Ici Lionel Levac. Les boules de cristal s'embrouillent parce que tellement de facteurs influent actuellement sur les prévisions économiques. L'économiste principal du mouvement Desjardins, Joël Noreau, estime tout de même que l'inflation devrait fléchir en 2022. Lors d'un webinaire organisé par le Conseil de la transformation alimentaire du Québec, Joël Noreau rappelait que des problèmes majeurs doivent cependant être solutionnés. Par exemple, les difficultés d'approvisionnement et le manque de main-d'œuvre. J'ai préparé un condensé des propos de l'économiste principal de Desjardins. Le voici. Les facteurs influents sur l'économie sont plus nombreux que jamais. Des phénomènes sont bien identifiés, tout comme leurs répercussions. Cependant, une certaine dose d'incertitude plane quant à l'ampleur potentielle de certains éléments. Voici le portrait que l'économiste principal du mouvement Desjardins, Joël Noreau, dresse de la situation. L'économie mondiale, les incertitudes sont très grandes en ce début d'année. Un point particulier, c'est le commerce, parce que, vous êtes, pour un certain nombre, à tout le moins, sur les marchés internationaux. Et on sait que déjà, l'année 2022 est teintée de beaucoup d'incertitudes. On peut penser à l'inflation. On peut penser aussi aux problèmes de chaîne d'approvisionnement. On peut penser aussi également aux problèmes qui sont liés là, à tout ce qui est la pandémie. On vient de passer à travers une vague. Est-ce que c'est la dernière? Y en aura-t-il d'autres? Donc, ça amène énormément d'incertitudes et ça brise en quelque sorte le moral des entrepreneurs. On va parler brièvement des États-Unis. On va voir qu'après une année de rattrapage, on aura une cadence qui sera beaucoup moins rapide pour l'économie américaine. C'est la même chose qu'on va voir au Canada aussi. Après une année de rebond, donc une année 2020 qui a été difficile, une année 2021 qui est une année de rebond. Et le même phénomène se répète aussi parce qu'on vit sur le même continent pour le Québec. Donc, une bonne cadence encore pour 2022, mais beaucoup moins trépidant que ce qu'on a pu voir parce qu'on n'est plus en rattrapage pour l'économie du Québec. Et enfin, on va regarder du côté des entreprises. On va vivre dans un contexte où il faut garder ses manches relevées. En fait, c'est un contexte qui est particulièrement exigeant. Si on regarde maintenant le commerce international, si on enlève les effets de prix, donc on parle là actuellement du volume du commerce mondial. Donc, on a connu une baisse appréciable au cours de 2020. On est remonté au niveau qui prévalait avant la pandémie. Cependant, depuis ce temps-là, on piétine un peu. On piétine pour toutes sortes de raisons. Parce que oui, les économies sont en rattrapage, ça pourrait tirer la demande. Mais en même temps, du côté de l'offre, on n'est pas capable de répondre aussi rapidement que ce qu'on souhaiterait. Il faut dire que la pandémie touche passablement les pays où on a une partie de la production manufacturière. Et on ne pense pas seulement à la Chine, on pense à bien d'autres pays là, dans l'Asie du Sud-Est. Donc, ça aussi, ça limite un peu l'offre. Et ça limite aussi notre capacité à acheminer la marchandise. Puis vous le savez plus que moi, vous vivez vous-même des problèmes importants là, dans les chaînes d'approvisionnement. Donc, à ce titre-là, on voit qu'il n'y a pas d'appréciation très grande là, du commerce mondial au moment où on se parle parce qu'il y a du sable dans la machine, si on peut dire. Du côté américain maintenant. Du côté américain, ce qu'on constate, c'est qu'on a recouvré le niveau là, d'activité économique qu'on mesure par notre PIB. Donc, notre PIB, c'est la valeur de ce que produit une économie en biens et en services dans une année. Donc, on a recouvré ce niveau-là, le niveau qui était avant la pandémie, on l'a même dépassé. Donc, on a un bon rattrapage de fait. Cependant, on va quand même continuer de croître, mais à une vitesse beaucoup moins grande. Il faut dire que du côté américain, il y a aussi des problèmes de main-d'œuvre importants et il y a une partie de la population qui a en quelque sorte démissionné du marché du travail aussi. Ce qui fait qu'on a autour de 3 millions d'emplois qui ne sont pas encore recouvrés ou qu'on n'a pas encore finalement occupés par rapport au niveau de février 2020, alors que la pandémie n'avait pas encore frappé. Il ne faut pas oublier qu'aux États-Unis, on compte plus de 900 000 personnes qui sont décédées suite à la COVID. Donc, c'est clair que ça rattire des gens du marché du travail. Ça fait en sorte que des gens doivent, disons, assumer des responsabilités
qu'elle n'aurait peut-être pas assumé autrefois, compte tenu du fait qu'ils se retrouvent sans ces personnes-là. Donc, il y en a qui se retrouvent avec des charges de famille plus grandes ou, enfin, qui ne sont pas en mesure de participer au marché du travail. Les États-Unis, c'est important de voir aussi du côté des consommateurs. On regarde d'une part le moral des consommateurs et c'est très important parce que aux États-Unis, 70% de l'économie repose sur les dépenses des consommateurs. De ce côté-ci de la frontière, compte tenu de l'importance plus grande des gouvernements, c'est à peu près 60%. Mais aux États-Unis, c'est 70%. Et ce qu'on surveille, dans le fond, pour voir si l'économie et les dépenses vont bien fonctionner, c'est un peu, en quelque sorte, ce qu'on appelle le moral des consommateurs ou la confiance. Et on valide ça par sondage. Ces sondages-là sont quand même assez fiables. Ça fait au-delà d'une 50aine d'années qu'ils sont faits et qui se révèlent fiables par rapport aux dépenses qui sont faites par les consommateurs. Et ce qu'on constate, c'est que au fur et à mesure où on voit s'apprécier le prix des aliments et de l'énergie, on voit à ce moment-là la confiance diminuer quelque peu et ça présage d'une croissance de l'économie qui va être moins rapide qu'elle ne l'a été au cours de l'année 2021. C'est que vous avez d'une part la courbe qui est l'indice finalement de confiance des consommateurs, on voyait à la baisse, et plus le prix des aliments monte, plus le prix de l'énergie monte, plus le niveau de confiance des Américains diminue et ça finit par avoir un poids sur l'économie. Du côté canadien, on vient tout juste de retrouver le niveau d'activité économique, notre fameux PIB, là. Donc, on vient tout juste, au mois d'octobre dernier, de retrouver le niveau d'activité qui était présent avant l'arrivée de la pandémie, soit en février 2020. Donc, il faut dire que du côté du secteur des biens, on a eu un poids important dans la mesure où le secteur de l'énergie n'a pas redémarré aussi vite. Il y a aussi le problème là, de tous des semi-conducteurs pour l'industrie automobile. Ça a passablement ralenti ces deux secteurs-là. Le secteur des transports aussi. Donc ça a fait en sorte que ça a pris un certain temps avant que l'économie canadienne retrouve finalement sa vitesse de croisière et le niveau d'activité qui était présent avant la pandémie. Du côté canadien, le commerce extérieur, par contre, devrait poursuivre sa remontée. Donc, c'est quand même une bonne nouvelle dans la mesure où on voit que, du côté américain, il y a une croissance qui va se poursuivre. Ça va permettre d'expédier davantage de produits de ce côté-là de la frontière. On voit qu'en Europe, on vient de sortir aussi de la 5e vague, ou pratiquement. Donc, on voit qu'il y a une amélioration à ce titre-là et ça va être favorable à nos exportations. Oui, il y a toujours du protectionnisme, effectivement. On doit vivre avec ça. Cependant, on a des accords internationaux qui ont été conclus plus récemment, et vous le savez, notamment dans le secteur de l'alimentation, et qui vont finir par produire leurs effets davantage. Donc, c'est ce qui nous laisse croire aussi que du côté des exportations, ça devrait bien aller. Cependant, on va voir que tous les secteurs n'ont pas repris leur vitesse de croisière ou le niveau d'exportation qui était là au dernier quart de l'année 2019. Donc, si on fait une brève comparaison, ce sur quoi je vais attirer votre attention, c'est il y a deux niveaux de bâtonnets. Il y a la moyenne canadienne d'ensemble qui est en vert foncé, qui nous dit là qu'à peu près, on a retrouvé le niveau des exportations qui prévalait au dernier trimestre de 2019, aux alentours d'un peu plus de 90%, du côté des produits agricoles et des aliments. Donc, on n'a pas encore retrouvé le niveau complet là, pour l'ensemble de l'économie canadienne, Donc, on n'a pas retrouvé complètement ce niveau-là. Donc, il y a encore du chemin à faire là, à ce titre-là. Si on regarde l'économie québécoise, on a connu une excellente année en 2021. On a, pour l'instant, à peu près 10 mois de complétés en matière statistique. Donc, on voit que pour l'année 2020, ça a été particulièrement difficile au Québec, ce qui fait que pour 2021, la remontée a été particulièrement spectaculaire. Une croissance là, qui surpasse le 6%, donc c'est quand même pas négligeable. C'est une croissance supérieure à celle du Canada, celle de la moyenne mondiale. Il faut voir que la moyenne mondiale, il y a beaucoup de pays qui sont très touchés par la pandémie au moment où on se parle, notamment parce que le taux de vaccination est beaucoup plus bas qu'il ne peut l'être ici. Et c'est une croissance qui a été plus rapide que du côté américain. Pour ce qui est spécifiquement de l'inflation, Joël Noreau croit qu'elle devrait fléchir d'ici la fin de l'année. Mais il faudra prioritairement que l'on puisse satisfaire la demande de consommation. Il y a une demande très vigoureuse, alimentée de différentes façons. Après la première vague de la pandémie, il y a énormément de soutien qui a été accordé aux consommateurs par les différents gouvernements. Et ça, c'est venu soutenir les revenus. En moyenne,
les gens se sont retrouvés avec plus d'argent qu'ils se seraient retrouvés là, en temps normal et ils ont décidé d'exercer leur pouvoir d'achat sur toutes sortes de domaines. Si on regarde maintenant du côté de l'offre, on n'a pas été en mesure de répondre aussi rapidement que ce que les consommateurs auraient souhaité. Et donc, cette offre-là qui est limitée par différents éléments, des problèmes d'approvisionnement. Il faut voir qu'il y a des fermetures qui découlent de la pandémie, que ce soit ici sur le continent ou ailleurs dans le monde. Donc ça contient un peu notre capacité à offrir ce que les gens veulent acheter. D'autre part, les difficultés de transport, et ces difficultés-là ne sont pas d'hier. On sait, je ne sais pas si vous vous rappelez, au printemps dernier, dans le canal de Suez, il y avait un bateau qui était pris pendant une semaine et ça a déjà créé un goulot d'étranglement dans une tension, disons, qui était déjà bien présente au niveau des difficultés de transport. Donc, et à cela s'est ajouté là, des problèmes de débardeurs, des problèmes dans les ports. Et à ça s'est ajouté aussi là, la rareté de main-d'œuvre. Donc, ça a fait en sorte que on a là toutes les conditions réunies pour avoir un taux d'inflation qui a augmenté. Par contre, ce qu'on pressent, c'est que éventuellement, l'inflation va diminuer. Cependant, pour se ramener plus près de la cible de la Banque du Canada, qui est aux alentours de 2 %, ça va aller en 2022, mais ça s'en vient. Il faut voir que les prix de l'essence très élevés actuellement sont quand même, je dirais que la marche entre ce qu'on va observer ce printemps et ce qu'on a observé le printemps dernier va être moins haute que ce qu'on a pu observer là, entre 2020, alors que les prix de l'essence avaient passablement diminué. Maintenant, si on regarde du côté des chaînes d'approvisionnement mondiales, ce qu'on constate, c'est que l'indice des pressions sur les chaînes mondiales d'approvisionnement, donc un indice qui est très élevé au moment où on se parle, et si on regarde maintenant le coût du transport maritime et du transport par conteneur, on voit qu'il y a une appréciation très importante. Il y a eu certaines baisses et actuellement, ça semble vouloir là, se rabattre, là, cette pression-là. Donc, c'est clair que ça maintient des coûts élevés pour encore un moment. Si on va maintenant du côté canadien, quand on demande aux gens, aux entrepreneurs, qu'est-ce qui vous ferait en sorte que vous auriez de la difficulté à répondre à une hausse de la demande supplémentaire ou à une hausse inattendue de votre demande? Oui, on voit que les perturbations des chaînes d'approvisionnement ont de l'importance. Et ça, on le voit, ça évolue dans le temps, c'est de plus en plus important. Mais il reste que du côté de la pénurie de main-d'œuvre, c'est encore plus lourd dans les difficultés à répondre à des demandes qui seraient inattendues ou à des livraisons qu'on devrait faire. Ça pèse plus lourd que les problèmes de chaîne d'approvisionnement. Parlons-en un peu, quelque peu, là, justement, de toute la question de la pénurie de main-d'œuvre. Donc, on voit que du côté des taux de postes vacants, donc c'est, dans le fond, le pourcentage de postes qui ne sont pas occupés en termes de salariés, ces emplois salariés notamment, on voit qu'au Québec, ce taux-là, pour le troisième trimestre de l'année 2021, données trimestrielles parce qu'elles sont moins volatiles que les données mensuelles. Effectivement, ils sont plus récentes, mais on préfère travailler avec les trimestres parce qu'il y a une plus grande stabilité. Et ce qu'on constate, c'est qu'il y a bien des secteurs où c'est extrêmement élevé. On peut penser à l'hébergement, à la restauration, mais au-delà de tout ça, on constate que dans le secteur de la fabrication, le taux est plus élevé que les taux québécois, qui est à 6,1 %. Si on regarde à l'intérieur du manufacturier, et on va à l'acétate suivant, et on regarde du côté de la fabrication d'aliments qui vous concerne directement, vous avez raison de vous sentir essoufflé dans la mesure où le taux de postes vacants est nettement plus élevé à 8,6 % qu'il ne l'est finalement pour l'ensemble de la fabrication, mais aussi du total québécois. Donc, vous n'avez pas la berlue quand vous trouvez que vous avez effectivement des difficultés. C'est nettement plus élevé que ce qu'on peut observer en moyenne au Québec. Si on regarde maintenant, est-ce qu'il y a des renforts qui s'en viennent? Oui, notamment parce que du côté de l'immigration, on recommence à introduire, à ramener des gens. Ici Lionel Levac. L'horizon n'est pas très clair. Beaucoup de nuages obstruent le paysage. Les facteurs de risque à surveiller, selon Joël Noreau, sont nombreux. Inflation en spirale, hausse des taux d'intérêt trop brusque, augmentation des faillites, ralentissement trop prononcé du secteur de l'habitation, événements climatiques extrêmes, détérioration du contexte géopolitique, ralentissement accentué de l'économie chinoise, poussée du protectionnisme, mauvaise surprise avec la pandémie et même cyberattaque massive. Comme le dit l'économiste principal de Desjardins, il faut donc travailler les manches relevées et être vigilant. Au revoir. Vous avez aimé ce contenu? Suivez la scène agro pour rester à l'affût de l'actualité agroalimentaire. Merci et à bientôt.